Alors, en compagnie de Simon Granger, on va se poser la question, pour que se faire qu'ils ne veulent pas m'engager? Eh oui, hein, des fois, quand on est en recherche d'emploi et qu'on accumule les refus, les échecs, on en vient à se poser cette question-là. Et des fois, il y a des raisons évidentes. Hein. Ça peut être un manque de compétences, un manque d'expérience, un profil qui est inadéquat. Mais il va arriver des situations où on a fait nos devoirs, notre intérêt pour le poste, il est légitime, et pourtant, on n'est quand même pas embauché. Et ça a fini par affecter notre morale, ça nous plonge dans une espèce d'attitude défaitiste. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais mis à part ce que tu as nommé, les petites raisons évidentes, le manque de compétences, ou vous parlez pas l'anglais, ou des affaires de même, c'est quoi les causes qui reviennent le plus souvent? Bien, il y a effectivement certains éléments qu'on peut identifier comme des causes fréquentes et souvent, en recherche d'emploi, il y a peut-être une petite erreur qu'on fait dans notre démarche quelque part. Ça peut être dans le CV? Ça peut être dans le CV et ça peut être une petite erreur qu'on fait et qu'on refait à chaque fois, mais on ne le sait pas. Ouais. Donc, à un moment donné, on accumule les échecs sans s'en rendre compte. OK. Donc, commençons effectivement avec le CV. On va voir à l'écran 3 causes fréquentes de refus. Donc, premièrement, un CV trop générique. Donc, on n'a pas personnalisé notre CV en fonction de l'emploi. Ça ressemble trop à n'importe quel autre C'est ça, CV. on a envoyé le même CV pour 140 emplois. Ouais. Une candidature anonyme, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de suivi. On a envoyé notre CV puis on a attendu l'appel. On n'a jamais fait de suivi avec l'employeur. On ne s'est jamais manifesté. Et de longues périodes d'inactivité dans le CV. Ça fait toujours peur aux recruteurs. Il y a un 5 ans où il ne s'est rien passé dans notre CV. Ouf, ça donne jamais une très bonne impression. Donc ça, c'est dans le CV. À l'entrevue maintenant, si on a réussi à franchir l'étape du CV, on a réussi à aller rencontrer l'employeur, là aussi, il y a des erreurs fréquentes, des petits détails là, qui peuvent nous nuire. Je ressors toujours de l'entrevue en me disant « Ah, ça me semble que ça a été correct. Ouais, mais ça, c'est des erreurs qui surviennent souvent. Ne pas se distinguer assez des autres candidats. Ne pas avoir fait des liens entre ses expériences passées et l'emploi pour lequel on postule. Pendant l'entrevue. Dire, hey, moi, j'ai étudié là-dedans, ou j'ai fait ça pendant un été, ou j'ai travaillé ça. Il un faut an. faire des liens, il faut me semble expliquer pourquoi Ouais, notre expérience OK. elle est pertinente. OK. Ne pas montrer assez d'intérêt pour le poste, tout simplement. Trop se concentrer sur ses propres intérêts, ce qu'on a à gagner nous, plutôt que ce qu'on a à offrir à l'employeur, effectivement. Ben oui, c'est vrai. Et enfin, croire qu'on peut réussir sans préparation. Donc, arriver un peu, dire, ça va bien aller, pas besoin d'avoir fait des recherches avant sur le poste, sur l'employeur. Ça va bien aller. Ouais. Ça paraît et ça peut nous nuire fortement. OK, CV, l'entrevue. Comment je peux savoir, dans tout ce que tu as nommé, qu'est-ce qui cloche vraiment là, dans ça? Là? Parce que c'est beau de dire, OK, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, mais mettre le doigt sur le bobo. Bien, surtout pour ce qui concerne, en fait, l'entrevue, la meilleure personne pour nous aider à l'identifier, c'est l'employeur ou le recruteur lui-même. Et je retourne le voir, puis j'ai dit, pourquoi vous m'avez pas pris? Pourquoi il n'y a pas de place nulle part pour les OV de plouf? C'est bon, peut-être pas demander de cette façon-là, mais ça peut se faire. Évidemment, tout dépend de comment s'est passée l'entrevue. Okay. Si on a l'impression que ça a quand même bien été, qu'on a eu quand même un bon contact avec le recruteur, si on a l'impression que ça n'a pas marché du tout, le recruteur, c'est pas nécessairement l'employeur, mais ça peut être ou l'employeur ou le recruteur. C'est généralement cette personne-là quand même qui nous a vus, qui nous a évalués. Ouais. Et ça se fait, donc si ça a bien été, ça se fait de recontacter ce recruteur-là pour faire un suivi. Demander, réitérer son intérêt pour le poste, dire ça m'intéressait, j'aimerais vraiment savoir le poste. Puis je suis juste curieux, j'aimerais juste savoir quelle raison ma candidature a été rejetée pour m'améliorer pour la suite. Il y a une façon de l'amener. Ils peuvent voir ça aussi comme étant une façon, un intérêt pour l'entreprise. Il voit qu'il dit, écoute, il a le goût de travailler chez nous puisqu'il vient me revoir pour me demander des conseils pour la prochaine fois. Ça va peut-être pas nécessairement faire en sorte qu'il va revenir sur sa décision. Par contre, ça peut nous aider à voir, des fois, il y a des petits détails comme un manque d'assurance. On avait l'air trop stressé. Des petits détails comme ça qui ne sont pas nécessairement liés avec notre compétence, mais plus avec notre façon d'être, notre façon de se présenter. Et peut-être que le recruteur va nous aider à identifier des petits détails comme ça. Et justement, à force d'accumuler ces informations-là, on peut se tenir une espèce de petit journal de bord des entrevues et à chaque fois prendre en note, OK, telle entrevue, j'ai manqué d'assurance. Telle entrevue, telle question m'a déstabilisé. Telle question, j'avais pas de réponse préparée, j'ai pas été satisfait de la réponse que j'ai donnée et j'ai vu que ça a mal passé auprès du recruteur. Donc, en se tenant un petit journal de bord, en allant récolter un petit peu d'informations comme ça à chaque fois auprès des recruteurs, ça peut nous aider à nous améliorer et éventuellement avoir notre entrevue parfaite qui va nous écrocher l'emploi. Mettons que j'ai le sentiment d'avoir tout ce qu'il faut. Là. Je suis comme qualifié pour ce poste-là, puis j'ai l'impression que c'est pour moi. Est-ce que ça se pourrait que
je sois victime de discrimination. Ils m'ont pas pris parce que telle affaire. J'ai un handicap, ou je suis pas de la bonne couleur, ou je parle pas, j'ai un accent. Ce n'est pas impossible, hein, parce que, bon, évidemment, légalement, un employeur ne peut pas nous discriminer sur des raisons comme celles que tu as énumérées, là, race, couleur de la peau, sexe, état de grossesse, handicap, etc. Donc, toute question d'entrevue qui est susceptible de discriminer, c'est illégal. Et on a le droit, en tant que candidat, de refuser une réponse, de répondre à une question, comme par exemple, si on est une femme, pensez-vous avoir des enfants dans la prochaine année? Ça peut être discriminatoire, cette question-là. Mais je peux pas dire, je vais pas répondre à ça. Bien, on peut demander, est-ce que je peux savoir pourquoi vous me posez cette question-là? Ah, OK. Il y a une façon, encore une fois, de le tourner. Et si on a l'impression qu'on est vraiment victime de discrimination, bien, on a le droit même il est possible de porter plainte à la Commission des droits de la personne. Cependant, bien sûr, il faut avoir un dossier très bien monté. Mieux vaut essayer si on a l'impression dans l'entrevue d'être victime de discrimination, essayer de justement poser la question à l'employeur et essayer de comprendre pourquoi ils nous amènent là. Des fois, ce n'est pas nécessairement intentionnel de la part de l'employeur. J'ai besoin d'aide, Simon. Vers qui je me tourne? Où est-ce que je vais chercher toujours des ressources très utiles, comme par exemple les Carrefour Jeunesse Emploi et tous les organismes de développement de l'employabilité. Ce sont des organisations qui peuvent nous aider à préparer une entrevue, préparer notre CV pour éviter justement les petits pièges qu'on a énumérés aujourd'hui. Les ressources pour trouver ces organismes-là à Montréal sont sur InfoPlus, comme d'habitude.